Bonjour les amis, aujourd'hui on en est au 7e épisode du livre vidéo sur la COVID-19 et la dictature mondiale. En partant, je voulais vous expliquer que si je me mets si près de mon cellulaire, c'est pas parce que je veux me montrer en gros là, mais j'ai pas beaucoup le choix parce que comme je n'ai pas une voix comme tout le monde, j'ai la voix un peu rauque et pas très forte, je suis obligée de me rapprocher du cellulaire, ce qui fait que forcément, vous me voyez en gros plan. Donc, on en est à la page 25. C'est le premier chapitre. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Le titre du premier chapitre, c'est l'influence déterminante des médias de masse. En 2020, la présence d'une soi-disant pandémie surgit dans nos vies par la diffusion des médias conventionnels d'information. La télévision, la radio et les journaux nous envahissent alors de renseignements perturbants et d'images traumatisantes sur la COVID. La menace d'une maladie grave rôde, si ce n'est le spectre de la mort qui pointe à l'horizon. La planète entière tremble à l'idée de souffrir d'une manière ou d'une autre. Nous voilà en alerte et l'anxiété généralisée se lit sur tous les visages. Mais avant de paniquer à la suite d'une mauvaise nouvelle, n'est-il pas sage de retrouver son sang-froid en commençant par vérifier si l'information provient d'une source sûre? C'est certain qu'il faut commencer par savoir d'où ça vient la nouvelle qu'on vient d'apprendre. Alors c'est la même chose concernant ce qu'on nous dit. Ça vient d'où? Est-ce que c'est une information fiable? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous mentir, d'essayer de nous faire croire n'importe quoi? Alors, je continue. Jusqu'en 2020, pour moi, comme pour la plupart des Québécois, il allait de soi que les médias annonçaient la vérité. On entend ça régulièrement. « Ah oui, c'est vrai, je l'ai entendu à la télévision. » Un instant. Soyons prudents. C'est dans notre culture de croire que la télévision dit la vérité. Je ne réfléchissais pas à ce concept préétabli. C'est incroyable comment est-ce que des fois on prend des choses pour acquis. Je ne le remettais même pas en question, pas plus que je n'imaginais que l'hiver ne succéderait à l'automne. Pourtant, il s'agit d'un réflexe spontané qui risque de nous jouer de bien vilains tours. À ce sujet, je vous partage une petite anecdote de mon passé pour illustrer comment il importe de prendre du recul par rapport à une nouvelle bouleversante. Il y a environ 17 ans, tard le soir, prenant mes messages sur mon répondeur, ma voisine m'offre ses sympathies à propos du décès de l'un de mes frères. L'annonce de cette tragédie inattendue me secoue totalement sur le plan affectif, d'autant plus que j'ai le moral bas ce soir-là. Au point où, sur le coup de cette émotion très douloureuse, seul chez moi, je lance un cri de mort, ce qui normalement ne fait pas partie de ma nature. Je suis pas un genre là, de crier à propos de tout et de rien. Quelques minutes plus tard, revenant légèrement à mes esprits, je réveille ma voisine en cognant frénétiquement à sa porte
pour apprendre ce qu'il en est dans les détails. Elle a reçu l'appel d'une certaine Lucette qu'elle ne connaît pas, lui apprenant le supposé décès de mon frère. Ne faisant ni un ni deux, je téléphone à mon frère qui me répond immédiatement, comme ça. Mon frère, 17 ans plus tard, en fait 18 ans, parce que ça fait un an que mon livre est sorti, 18 ans plus tard, j'ai le bonheur de vous apprendre que mon frère est toujours vivant. À ce jour, son décès fabulé demeure encore pour moi un mystère, ainsi que pour mon ancienne voisine. On n'a jamais compris ce qui s'est passé là. Devant un choc psychique, personnel ou mondial, la sidération risque de nous envahir en paralysant nos réactions normales. Celles qui nous permettent de prendre du recul devant une tragédie. Je crois qu'en 2020, l'annonce de la crise COVID a suscité des états psychiques accablants dont plusieurs ne se sont pas révélés, même s'ils n'ont pas révélé, relevés. Oh, une petite inversion. OK, je recommence ma phrase. Ils ne se sont pas relevés, même s'ils n'en prennent pas encore conscience. Pour ma part, l'impossibilité de se ressaisir rapidement est attribuée à l'influence considérable, je l'ai dit tantôt, des médias d'information pour les raisons évoquées ci-dessus. Je viens de tourner ma page. C'est ça qui s'est passé. Voilà. À ce phénomène s'ajoute le vieillissement de la population où nombre de personnes âgées ne se rivaient qu'au seul renseignement que véhiculaient la télévision, la radio et les journaux. Affaiblis par l'âge ou la maladie et ne maîtrisant pas suffisamment l'Internet ou n'y ayant pas accès, il leur manquait tout un pan d'informations pour s'ouvrir à une autre interprétation de la réalité. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Je vais revenir sur ce thème un peu plus loin dans le livre. Quant aux jeunes adultes et personnes d'âge mûr, embourbés dans les responsabilités du travail, de la famille ou des études, il ne leur restait guère de temps et d'énergie pour s'investir dans des recherches élaborées sur le web. Le temps est limité, puis on fait bien ce qu'on peut avec les responsabilités qu'on a. Plusieurs ne se limitaient donc aux informations facilement disponibles à la télévision, par exemple. Quand les gens n'ont plus d'énergie pour faire quoi que ce soit que de s'écraser sur le divan pour regarder la télévision. C'est une réalité, puis je pense que tout le monde est au courant. Tout cela pour vous expliquer qu'une grande partie de la population mondiale subissait une sorte de carence informationnelle concernant la dite pandémie. La dite. Vous voyez la petite subtilité dans l'expression. Les médias conventionnels, tous arrimés au même message et les répétant continuellement durant des années, enfonçaient le clou d'une vérité en apparence indéniable. En apparence seulement. Il s'agit de l'un des principes de quoi? Du lavage de cerveau. Le répétage continuel, toujours. C'est comme ça qu'on lave le cerveau, comme une goutte d'eau qui, durant plusieurs milliers d'années, finit par creuser un petit trou sur un rocher. C'est la permanence des gouttes d'eau
qui tombe toujours à la même place, qui creuse le léger petit trou. Alors, toujours répéter les mêmes choses à quelqu'un dans son esprit, ça a un impact. Donc, le lavage de cerveau, c'est-à-dire de répéter continuellement et pendant très longtemps des informations jamais démenties par qui que ce soit. C'est là le problème. Les sectes illustrent très bien ce solide conditionnement psychique où chaque membre partage les mêmes convictions à tous les points de vue. Tout le monde pareil, tout le monde pense pareil. L'adepte qui doute quitte rapidement la secte parce que c'est pas endurable de voir tout le monde qui pense comme des automates la même chose. Ou bien, si elle décide pas de s'en aller, elle se fait montrer la porte, elle se fait mettre à la porte. Si, de nouveau, l'adepte ne rentre pas dans les rangs le plus tôt possible, il faut que tout le monde pense pareil, parce que sinon, ça ébranle les adeptes. Puis le gourou, il n'aime pas ça, voyez-vous? Alors, j'en reparlerai plus loin au chapitre 9. Ça va prendre un certain temps. On n'est pas rendu. Il y a beaucoup d'épisodes à voir d'ici ce temps-là parce qu'on n'en est qu'au premier chapitre. Ce manque d'informations arrangeait bien nos gouvernants et les têtes dirigeantes qui les gèrent. Ils les arrangent encore. Demandez-vous pas pourquoi, à l'heure actuelle, par exemple, Emmanuel Macron, en France, veut que les médias, des réseaux sociaux plutôt, s'en aillent, ou du moins perdent une grande partie de leur influence. C'est pas pour rien. Si ce que j'écris vous semble énigmatique, poursuivez votre lecture. Là, j'ai écrit ça dans le livre, mais poursuivez le livre vidéo et vous comprendrez plus tard. Pour l'instant, puisque les médias de masse ont pris d'assaut le devant de la scène pour informer les gens sur la crise covidienne, vérifions leur fiabilité. Je reviens à mon anecdote avec mon frère. Allons vérifier la fiabilité de ceux qui nous informent. Si c'est pas fiable, tout tombe à l'eau. Puis si tout tombe à l'eau, bien, on n'a pas le même regard, puis on n'a pas les mêmes choix non plus. Alors, c'est fondamental. Hein? Le titre le dit. L'influence déterminante des médias de masse. Ça a été très déterminant parce que les gens, d'emblée, ont cru à la fiabilité de ces informations-là véhiculées par la télévision, par exemple. OK. La fiabilité, elle se révèle indispensable pour déterminer s'ils nous ont transmis de vraies informations. Pour favoriser ce discernement, je vous présente l'avis d'un intervenant du tribunal de l'opinion publique. OK, là, on commence, la description de ce qui a été dit dans les jours du grand jury du tribunal de l'opinion publique. Et je commence avec un extrait du jour 7 du grand jury sur la propagande. Comme il est question dans le premier chapitre de l'influence des médias, j'ai été chercher le témoignage, ou c'est pas vraiment un témoignage, mais ça dépend comment est-ce qu'on l'entend, là, mais les propos du psychologue clinicien Mark Crispin Miller, qui est un professeur à l'Université de New York, sur tout ce qui s'appelle propagande.
et il est considéré comme l'un des plus grands experts américains des médias. Fait qu'encore là, je vous parlais depuis le début que c'est sérieux. Le tribunal de l'opinion publique, les jours du grand jury, ceux qui sont interviewés, questionnés, ceux à qui on réfère sont des experts dans leur domaine. Donc, celui qui va parler, parce que là, ce que je vais vous lire, ça vient de Mark Crispin-Miller, c'est un professionnel dans le domaine de l'information médiatique. Faut pas oublier ça. C'est pas moi qui va parler, c'est lui. Moi, j'ai juste retranscrit ce qu'il a dit. Je crois, dit-il, que nous aurions évité toute cette catastrophe sans la participation avide de presque tous les médias du monde. C'est pas rien, là. Tout ensemble, ils ont mis le paquet en même temps. La propagande actuelle, là, je vous réfère, là, comme je vous ai dit, il faut se resituer dans les années 2022, 2021, 22, 23. Comme je vous ai dit, je parle à l'indicatif présent, donc c'est comme si c'était aujourd'hui, mais resituez-vous dans le plus fort de la crise COVID. Bon, OK. La propagande actuelle s'avère sans précédent. Tout d'abord, dans la caractéristique très particulière qu'elle englobe les 4 coins de la planète. Les gens nous disaient, c'est mondial, on le dit à la télévision, on ne peut pas remettre ça en question, tout le monde dit pareil. Encore là, soyons prudents. Il s'agit quand même d'une première dans l'histoire de l'humanité qu'un phénomène de ce type arrive. Là, c'est moi qui passe un commentaire. Je vous lis ce que j'ai écrit. La vidéo suivante va exactement dans le même sens. Là, je vais vous amener une vidéo qui confirme ce que vient de dire Mark Crispin-Miller, une vidéo que moi, j'ai été chercher. La vidéo réunit des journalistes chevronnés et d'expérience, dont Corinne Lalo en France, spécialisée dans la santé, et Pierre Barnerias en deuxième partie d'émission. Et je vous dirai dans une prochaine vidéo qui est Pierre Barnerias. Il compare également le journalisme d'hier qui s'éloigne totalement de celui d'aujourd'hui. Autrement dit, il y a peut-être eu une époque où les médias étaient fiables, mais cette époque est bel et bien du passé. Elle est révolue. Tout est très clair et bien expliqué dans la vidéo que je vous propose. Donc, si vous voulez voir cette vidéo, il faut taper dans votre barre de recherche de la plateforme crownbunker.com. Le titre, c'est « Ce samedi soir sur TV-ADP, on démasque les mensonges, la désinformation et les manipulations. » Et c'est le 5 novembre 2022 que cette vidéo a été mise sur Crown Bunker. Je lis lentement les titres de vidéos pour que vous puissiez avoir le temps de les prendre en note. Mais à la limite, si ça va trop vite, bien évidemment, vous reculez là, votre vidéo, c'est simple comme bonjour. En principe, les médias vivent de l'obligation de rechercher la vérité et de garder
le gouvernement honnête. Oh là là, ça c'est un gros travail. Ça, c'est la mission de base première des médias. Mais est-ce qu'ils le font encore aujourd'hui? C'est une autre question. Remarquez ce que je dis au début de ma phrase. En principe. En principe. Qu'en est-il dans la réalité? C'est une autre histoire. Les médias portent également la mission de maintenir le peuple bien informé dans l'optique de connaître suffisamment l'essentiel pour que le peuple prenne soin de lui et protège sa liberté. Je ne suis pas sûre qu'ils ont fait leur travail qu'ils doivent faire en principe. Vous allez voir ça. Par un certain nombre d'éléments, les médias se corrompent profondément, surtout depuis le milieu du 20e siècle. Ceux qui travaillent dans les médias, les enseignants dans les universités, ainsi que la plupart des médecins, se sentent obligés de marcher dans la combine pour s'en tirer à bon compte. Voyez là les intérêts, comment est-ce que les gens sont pognés, comment est-ce qu'ils agissent parce qu'ils se sentent pognés à la gorge. Le revenu en dépend. C'est quasiment une question de survie. Leur prestige se voit menacé. Les enjeux sont grands, sont importants. Pour un journaliste, s'écarter du script et contredire le récit que tout le monde publie équivaut à un suicide professionnel. C'est de s'arranger pour tout détruire de sa carrière, de son gagne-pain. Sauf qu'aucune de ces contraintes, n'oubliez pas que c'est toujours Mark Crispin Miller qui parle, sauf qu'aucune de ces contraintes ne constitue une excuse pour ce qu'ils commettent de répréhensible. Parce que les médias qui mentent, qui ne disent pas la vérité parce qu'ils sont payés, bien, à ce moment-là, qu'ils sont payés pour mentir, c'est grave, parce qu'ils trompent les peuples en entier. Prendre conscience de la situation délicate qui les entraîne nous aide tout de même à comprendre les raisons de leur comportement malhonnête. OK, j'approuve pas, mais en me mettant à leur place, je peux comprendre. Ils étaient coincés. La tentation est forte d'être malhonnête quand on est placé devant une situation menaçante. Dans l'ensemble, plusieurs semblent croire à ce qu'ils écrivent. On parle toujours des journalistes ou annoncent à la télévision comme à la radio. Pour garder bonne conscience, ils choisissent d'adhérer à ce qu'ils nous présentent comme des nouvelles correspondant à la vérité. Mais oui, ils ont davantage de la conscience tranquille s'ils se disent « ben oui, c'est vrai ». Ils agissent à partir de ce terreau intérieur. Toutefois, je le répète, dit Crispin Miller, même ceux qui se révèlent fanatiquement engagés dans le récit covidien, malheureusement, ils n'échapperont pas aux pénalités ni au retrait de mise en accusation pour cette raison. C'est dangereux pour eux, puis j'imagine qu'il y en a qui sont peut-être nerveux et pas sans raison. Avec ce que je viens de vous lire,
Vous pouvez très bien comprendre pourquoi. Alors, dans le tribunal des jours du grand jury, le tribunal de l'opinion des jours du grand jury, c'est un long terme, pas facile à retenir. Il y a Maître Rainer Fulmich qui est à la tête de ce tribunal-là, de cette enquête-là, qui là va prendre la parole. Parce que là, à un moment donné, on change d'interlocuteur. Là, Maître Rainer Fulmich prend la parole. OK? Et qui est-il, Maître Fulmich? C'est un avocat en Allemagne et aussi aux États-Unis qui préside au groupe d'avocats des jours du grand jury. Alors, il nous dit, et dit à tout le monde là-bas en 2022, « Nous voilà invités à proclamer sans cesse la vérité. À cet égard, les médias revêtent une grande importance. Comme nous l'apprennent d'autres experts, ils ne se contentent point d'ignorer l'autre côté de l'histoire, l'autre côté qu'on apprend quand on consulte l'Internet, c'est-à-dire le point de vue que nous considérons comme la vérité. C'est ce que le tribunal de l'opinion publique et Maître Rainer Fulmich considèrent comme la vérité. Ils combattent ce point de vue-là, ils le combattent même en ciblant les gens par un nouveau type de journalisme, un groupe de personnes autoproclamées qui, supposément, entre guillemets, vérifient les faits dans le seul but de s'opposer aux personnes professant des opinions différentes. C'est leur travail, il faut qu'ils jettent à terre tous ceux qui ne rentrent pas dans le narratif officiel. Dans cette situation particulière, les médias jouent un rôle de premier plan, car ils imposent le silence aux personnes en mésentente avec le gouvernement. Si ces individus en désaccord se taisent, d'après moi, dit Rainer Fulmich, la fin de la démocratie approche. Et quand la fin de la démocratie approche, qu'est-ce qui arrive? C'est la dictature qui approche simultanément, en même temps. L'un ne va pas sans l'autre. Plus de démocratie, plus de mots à dire, plus d'opposition. C'est la dictature. Par conséquent, il demeure extrêmement important que les médias ne reçoivent pas l'autorisation de censurer toutes les voix divergentes. À mon avis, la seule façon d'y parvenir consiste à nous tourner vers nos médias, nos propres médias alternatifs. Que pensez-vous de ma position? C'est le maître Rainer Fulmich qui pose cette question à Mark Crispin-Miller, qui lui répond « J'y adhère, bien sûr. La presse ne sert plus les intérêts de son lectorat, mais bien ceux de ses annonceurs, à qui il livre ses abonnés. » Voyez-vous, quand je vous parlais que les médias étaient achetés, le journalisme travaille essentiellement au service de ses publicitaires depuis qu'il se transforme en entité commerciale. Les médias sont rendus des entités de commerce. C'est une question d'argent. Les conflits d'intérêts ne datent pas d'hier. On est exactement sur ce terrain-là avec les médias d'information conventionnels standards.
On est devant un problème de conflit d'intérêts. C'est ça qu'il faut comprendre. On est exactement là. Une situation similaire à celle d'aujourd'hui a surgi dans l'industrie de la cigarette à partir des années 20 et jusqu'aux années 70. Décennie après décennie, les médias commerciaux, la télévision et la radio ont fermé les yeux sur les preuves médicales de plus en plus nombreuses sur l'extrême toxicité de la cigarette pour la santé. J'en parle au chapitre 8. Maintenant, le même phénomène s'applique aux masques, aux téléphones cellulaires, aux vaccins COVID, etc. Au sujet de la cigarette, à partir d'1h, 20 minutes et 6 secondes de la vidéo que je vais vous nommer, ils en parlent. Il s'agit d'une vidéo sur la plateforme youtube.com et le titre de la vidéo, c'est « Hello veut savoir balado Docteur Louis Fouché », un autre professionnel qui n'est pas le dernier des arriérés. Je vous le dis, il est brillant, puis il est compétent, il est très instruit, il connaît son affaire. Alors, cette vidéo-là a été mise sur YouTube le 13 novembre 2023. Je continue avec M. Miller. Voici comment les gouvernements et les grandes multinationales, aidés des médias de masse, réussissent à convaincre les populations de n'importe quoi. Par exemple, l'idée que la cigarette absolument inoffensive pour la santé a propagé dans l'esprit des gens. Maintenant, plus personne n'ignore que la cigarette rend malade à la longue et peut provoquer plusieurs cancers. Ce vieux mensonge a été débusqué, mais avant que tout le monde le sache, combien de temps, d'années, peut-être même de décennies, ça a pris avant qu'on puisse comprendre qu'on s'était fait mentir? Alors, comme je vous disais l'autre jour, il faut être patient et puis attendre que les gens finissent par découvrir par eux-mêmes qu'il y a eu des mensonges. Le livre vidéo que je fais en ce moment, je le fais pour aider les gens qui n'ont pas encore vu qu'on leur avait menti, que c'est ça qui s'est passé. C'est entre autres mon but pour que peut-être dans 10 ans, tout le monde sache que l'histoire de la COVID, c'était comme la cigarette inoffensive pour la santé. Du gros mensonge pour que les compagnies de tabac continuent de faire beaucoup de profit. Pour que les gens continuent de fumer, il fallait que soit véhiculée l'idée que le tabac n'est pas nocif pour la santé. Voilà. Je continue. Depuis janvier 2021, ces mêmes institutions ont tenté fortement de convaincre les gens de la sûreté et de l'efficacité de l'injection COVID. Voyez-vous le même principe? Convaincre les gens que la cigarette n'est pas mauvaise pour la santé, de la même façon qu'on a tenté de convaincre les gens que l'injection COVID
c'était parfait, complètement sécure et efficace. Mais c'est pas ça du tout. Pourtant, avec le recul, nous voyons bien ce qu'il en est vraiment. Nous observons les conséquences de ces injections dans la vie concrète des gens. De plus, les données factuelles des centres de pharmacovigilance, c'est des endroits où sont répertoriés les effets indésirables des vaccins et des médicaments. Tout ça est répertorié pour voir quel résultat ça donne de façon à voir si les médicaments ou les injections doivent aller de l'avant, si c'est sécuritaire. Alors, il y en a un aux États-Unis qui s'appelle le VERS ou VERS, en tout cas, je vais vous le dire avec ces grandes lettres, là, majuscules, VEARS aux États-Unis. Et en Europe, il s'agit d'Eudravigilance, qui est un autre centre de pharmacovigilance. Donc, les données factuelles de ces centres confirment qu'il ne s'agit pas seulement de situations exceptionnelles. Les problèmes consécutifs à l'injection COVID, ces centres de pharmacovigilance nous confirment que ce n'est pas occasionnel, qu'il y en a beaucoup, puis beaucoup plus qu'on pense. Là, c'est moi qui ai fait un commentaire. À partir de 4 minutes 52 secondes, d'après les estimations du docteur Roger Hodgkinson, pathologiste et producteur de tests PCR, au moins 20 millions de décès dans le monde sont attribuables à l'injection COVID et au moins 2,4 milliards d'individus ont été atteints au niveau de leur santé par cette même substance. Puis n'oubliez pas qu'on était seulement qu'en 2022, quand ces paroles-là ont été prononcées. Oh non, je m'excuse, désolé. C'est une vidéo, tout ça a été dit dans une vidéo qui est sortie le 4 avril 2024. Mais quand même, voilà, c'est quand même beaucoup de décès. La vidéo qui nous explique tout ça à partir de 4 minutes 52 secondes, le titre c'est « Scandale RKI » en lettres majuscules, trait d'union, Ri-Fi-Fi. Vas-y, Ri-Fi-Fi. Non, c'est pas ça, Ri-Fi-Fi, tout d'un mot. En Germanie, c'est sur Crown Bunker et ça a été mis sur cette plateforme le 4 avril 2024. Alors, je continue mon commentaire qui vient de moi, là, toujours. Devons-nous encore faire confiance à ceux qui, dans le passé, nous ont gravement menti? Bonne question, n'est-ce pas? Ne dit-on pas qui a bu boira? Par conséquent, selon toute probabilité, qu'est-ce que vous en pensez? Qui a menti, mentira? Du moins, il y a de très bonnes chances. Il semble que Pfizer commandite pratiquement tous les organes d'information aux États-Unis et ailleurs. Le financement nous aide à comprendre pourquoi les médias trompent tellement leurs lecteurs et leurs téléspectateurs. Les journalistes doivent perpétuer la diffusion de la vérité.
Toutefois, de façon prévisible, en mettant ce conseil en pratique, la maltraitance, la calomnie, le bâillonnement et la réduction au silence représentent notre lot, dit Crispin-Miller, avec en prime, bien souvent, l'exclusion des plateformes. Des médecins subissent la radiation en s'écartant volontairement du scénario. C'est pas une petite pénalité ordinaire, c'est d'une grande violence pour des médecins qui ont consacré leur vie à étudier pour soigner les gens, puis qu'on en arrive à une telle façon de les remercier. C'est beau de voir ça. Parmi nous, toute personne engagée dans cette lutte au cours des 2 dernières années, pensez que ces paroles-là ont été prononcées en 2022, prennent leur mal en patience. Car la propagande dépend tout autant de la censure. Il s'agit d'un point essentiel, car la censure représente le revers de la propagande. Ces 2 petits frères ou 2 petites sœurs, ça marche main dans la main. La censure et la propagande, ça fait partie de la game, comme on dit. Il en est ainsi depuis toujours quand il est question de propagande. C'est comme ça que ça marche, la censure est pas loin. Et je reprends un commentaire personnel suivi d'une vidéo pour confirmer tout ça. Dans la vidéo suivante, à partir de 11 minutes et 13 secondes, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en appelle à l'importance de la censure mondiale. Je vous parlais tantôt d'Emmanuel Macron, mais en janvier, plus précisément le 21 janvier 2024, cette vidéo-là a été mise sur la plateforme de crownbunker.com. Je vais vous dire tantôt le titre de cette vidéo. Je continue avec Ursula von der Leyen qui en appelle à l'importance de la censure mondiale. C'est quasiment comme ça disait, là. Ben moi, là, je veux que la propagande fonctionne à plein. Donc, de la censure, on va en faire en masse. Ceux qui, à ses yeux, c'est pas nécessairement la vérité, ceux qui, à ses yeux, désinforment les peuples, dont les lanceurs d'alerte, dont les personnes comme moi, ceux qui, à ses yeux, désinforment les peuples constituent le plus grand risque mondial pour les années à venir. Oh, 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 oh. La plus grande menace, là, le plus grand risque pour les années à venir, c'est eux qui veulent diriger le monde. Elle est là, la véritable menace, le véritable risque. OK. Cette désinformation, j'ai mis ça entre guillemets, menace de compromettre les projets des mondialistes plutôt. C'est ça la vérité. Il faut comprendre ce qu'il y en est. Donc, le titre de la vidéo sur CrownBunker, pour prendre connaissance de ce que je viens de vous lire sur Ursula von der Leyen, le titre c'est « Délires gouvernementaux » qui a été mis sur CrownBunker le 21 janvier 2024. Donc, pour l'instant,
On s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée et on se retrouve pour le 8e épisode. Je m'en allais dire à la bientôt. À la prochaine. Un peu de trac, c'est normal. Bonne journée, bye!